Le propriétaire millionnaire d'une école se fait passer pour le concierge jusqu'à ce qu'il voie une jeune fille démunie aider son fils aveugle. Il voulait comprendre comment on traitait son fils sans révéler son identité. Mais en voyant la pauvre jeune fille tenir la main du garçon aveugle, il s'arrêta. Et à cet instant, le millionnaire découvrit ce qu'est le véritable amour. Qu'est-ce qui, d'après vous, va se passer dans cette histoire? Laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Sur les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, le lycée Horizon se dressait comme une forteresse de savoir et de prestige. C'était un matin de mars, au début de l'année scolaire, lorsque Richard Martin franchit les grilles principales en uniforme d'agent d'entretien. Un balai à la main, la casquette enfoncée sur les yeux. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme aux mains calleuses était en réalité le propriétaire de cet empire éducatif. À 52 ans, Richard portait sur son visage les marques profondes de quelqu'un qui avait vécu intensément. Tandis qu'il balayait les feuilles mortes dans la cour, ses pensées vagabondaient vers le passé, comme s'il pouvait aussi balayer les souvenirs qui le tourmentaient. 30 ans plus tôt, Richard n'avait été qu'un jeune homme de la campagne bourguignonne, fils d'une couturière et d'un maçon, qui rêvait d'un avenir différent de celui tracé pour les garçons de son milieu. Il avait obtenu une bourse d'études dans un lycée traditionnel de Dijon, où il avait dû faire face aux préjugés voilés de ses camarades fortunés. Chaque regard méprisant s'était transformé en une force qui le poussait à étudier encore plus. À cette époque, il s'était juré qu'un jour, il aurait sa propre école où le mérite serait valorisé au-dessus du nom de famille ou du compte en banque. Des années plus tard, diplômé en sciences de l'éducation, il commença avec un petit cours de soutien scolaire, qui se transforma rapidement en collège. Sa méthode innovante et sa vision humaniste attirèrent l'attention. L'affaire prospéra. Une école devint deux. Deux devinrent un réseau. Le jeune homme pauvre de Bourgogne était devenu l'un des plus grands entrepreneurs du secteur de l'éducation du pays. Et au sommet de sa réussite, il rencontra Hélène. « Hélène », murmura Richard en s'appuyant sur son balai, feignant de nettoyer un coin du jardin mais observant en réalité l'entrée des élèves. Sa femme avait été professeure de littérature au lycée Horizon, le premier et le plus prestigieux de son réseau. Une femme d'une intelligence vive et d'une sensibilité unique. Avec elle, Richard avait redécouvert le but de sa vie et de ses écoles. C'est aussi avec elle qu'il avait connu la paternité, à la naissance de Michel. Michel arriva comme un rayon de lumière. Un garçon joyeux, curieux, aux yeux expressifs comme ceux de sa mère. La famille vivait dans un hôtel particulier de la Villa Montmorency, mais Hélène insistait pour garder les pieds sur terre. « Notre fils doit connaître toutes les réalités de la France, Richard. Je ne veux pas qu'il grandisse dans une bulle de privilèges, » disait-elle, en emmenant le petit visiter des projets sociaux que le couple soutenait en banlieue. La vie semblait parfaite, jusqu'à ce que, lorsque Michel eut 7 ans, Hélène fut diagnostiquée d'un cancer agressif. En moins de 8 mois, elle s'en alla, laissant un vide insupportable. Richard se plongea dans le travail, déléguant l'éducation de son fils à des nourrices et des chauffeurs. Il prit ses distances émotionnellement, incapable de gérer la douleur de la perte. Le lycée Horizon, autrefois conçu comme un espace de transformation sociale, devint peu à peu une simple entreprise lucrative. Les valeurs pour lesquelles Hélène s'était tant battue, l'inclusion, la diversité, l'humanité, furent étouffées par des indicateurs de performance et de statut. C'est à cette époque que la tragédie frappa de nouveau à sa porte. Un accident domestique provoqua un traumatisme qui, compliqué par une erreur médicale, entraîna la perte totale de la vue de Michel, alors âgé de 8 ans. Richard, consumé par la culpabilité de ne pas avoir été présent, engagea les meilleurs spécialistes du monde, mais le diagnostic était irréversible. Son fils, son unique fils, était aveugle. « Michel mérite plus que mon absence », se dit-il en regardant son propre reflet dans le miroir. À partir de ce moment, il décida de changer radicalement. Il délégua la présidence du réseau d'école à un conseil d'administration et annonça qu'il ferait un long voyage. En réalité, il préparait quelque chose de complètement différent. Le voilà maintenant, déguisé en agent d'entretien, dans l'école même qu'il avait fondée. Il voulait comprendre concrètement comment son fils serait traité.
Il avait inscrit Michel sous le nom de sa défunte mère, comme s'il était le fils d'une professeure décédée récemment, une histoire partiellement vraie. Personne, pas même la direction, ne connaissait la véritable identité du nouvel élève. Et personne, absolument personne, n'imaginait que le nouvel agent d'entretien était le millionnaire qui signait les chèques de tout le monde. Richard regarda sa montre. 10 minutes avant le début des cours, il verrait bientôt son fils arriver, conduit par le chauffeur qui croyait emmener le garçon dans un pensionnat en Suisse, une autre partie du déguisement élaboré par Richard. Sa gorge s'assécha lorsqu'il aperçut la voiture noire se garer. De la banquette arrière sortit Michel tenant une canne blanche, les yeux couverts de lunettes noires, le visage impassible. C'était la première fois que Michel fréquentait une école ordinaire depuis qu'il avait perdu la vue. Auparavant, il avait des cours particuliers à la maison. Richard retint son souffle. Comment cela se passerait-il? Comment les autres élèves le traiteraient-ils? Comment les professeurs géreraient-ils un élève aveugle? Des millions de doutes le tourmentaient, tandis qu'il observait son fils être guidé jusqu'à l'entrée où la coordinatrice pédagogique l'attendait. Les jours suivants, Richard observa tout. Il vit comment les professeurs semblaient mal à l'aise avec la présence de Michel, comment ils improvisaient des adaptations à la hâte, comment ils soupiraient discrètement lorsqu'ils devaient répéter une explication. Il vit les autres élèves, enfants d'hommes d'affaires, de politiciens et de célébrités, garder leur distance avec le nouveau, comme si la cécité était contagieuse. Certains chuchotaient quand il passait, d'autres faisaient semblant de ne pas le voir, une ironie cruelle. Pendant les pauses, Michel s'asseyait seul sur un banc dans un coin de la cour, les mains agrippées fermement à sa canne, son goûter intact sur ses genoux. Richard vidait les poubelles à proximité, faisant semblant d'être occupé, mais son cœur se brisait à chaque minute. Il voulait aller là-bas, s'asseoir à côté de son fils, lui dire qui il était, le serrer dans ses bras, l'emmener loin de cet endroit qu'il avait lui-même créé, mais dont il réalisait maintenant qu'il n'était pas l'environnement dont il avait rêvé. Le monde n'est pas juste, même quand c'est nous qui le construisons, pensa Richard en remplissant un seau d'eau pour laver la cour. C'est à ce moment qu'il remarqua quelque chose de différent, un mouvement à l'entrée principale. Une fille arrivait en courant, visiblement en retard. Elle ne portait pas l'uniforme complet. Il manquait le blazer avec l'écusson de l'école. Elle avait les cheveux attachés en une simple queue de cheval, sans les coiffures élaborées des autres élèves. Elle portait un sac à dos usé, rapiécé à plusieurs endroits. La surveillante l'arrêta à l'entrée. Même de loin, Richard put entendre une partie de la réprimande. « C'est la 3e fois cette semaine, Julie. Tu sais que le retard est un motif de perte de points. Et où est ton blazer ?» La jeune fille baissa la tête. « Excusez-moi, Madame Martel. Mon petit frère est tombé malade, j'ai dû l'emmener au dispensaire avant de venir. Et le blazer, j'attends de recevoir mon salaire pour faire réparer la fermeture éclair. » La surveillante soupira, visiblement partagée entre le respect des règles strictes de l'établissement et la compréhension de la situation de la jeune fille. « C'est bon, tu peux entrer, mais demain je ne veux plus de retard, compris ?» Julie hocha la tête et courut vers sa classe. Richard avait déjà entendu parler d'elle. C'était l'une des rares boursières intégrales du lycée, admise avec la meilleure note au concours d'entrée. Elle habitait au fin fond de la Seine-Saint-Denis, à près de 2 heures de distance. Après les cours, elle travaillait dans une papeterie pour aider à la maison, où elle vivait avec sa mère, femme de ménage, et ses 3 jeunes frères. Le père avait abandonné la famille des années auparavant. Cet après-midi-là, pendant la pause, Richard vit quelque chose qui allait tout changer. Tandis que la plupart des élèves formaient leurs cercles exclusifs, discutant de voyages à l'étranger et des dernières nouveautés technologiques, Julie traversa la cour en portant sa simple gamelle. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait un endroit où s'asseoir, puis ses yeux se posèrent sur Michel, seul comme toujours, sur son banc isolé. Sans hésiter, elle se dirigea vers lui. « Salut, cette place est prise ?» demanda-t-elle avec naturel. Michel tourna le visage en direction de la voix, surpris. Cela faisait des semaines que personne ne lui adressait la parole, à l'exception des professeurs lorsque c'était absolument nécessaire. « Non, non, bégaya-t-il. Tu peux t'asseoir. » Julie s'installa à côté de lui et ouvrit sa gamelle. L'odeur de riz, de haricots et de poulet emplit l'air. « Je m'appelle Julie. Je crois que tu es en seconde, non? Moi, je suis en première. » Michel hocha la tête, encore méfiant.
Je suis Michel. Comment savais-tu que je suis en seconde? Ah, je t'ai vu dans la salle 104 l'autre jour quand je suis... Allez porter un mot. J'ai bien aimé ton commentaire sur Balzac en cours de littérature. Peu de gens remarquent son humour acide. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Michel. Ma mère était professeure de littérature. Elle m'a fait découvrir Balzac avant même que j'apprenne à lire correctement. Nous lisions ensemble. Était? Julie remarqua le temps du verbe. Michel resta silencieux quelques secondes. Elle est morte l'année dernière. Richard, qui faisait semblant de nettoyer les feuilles à proximité, sentit un nœud dans sa gorge. Le mensonge était nécessaire pour le déguisement, mais entendre son fils parler de sa mère comme si la perte était récente rouvrit la blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. « Je suis désolé, » dit Julie avec une sincérité authentique. « Ça doit être très difficile. » Michel se contenta d'hocher la tête, incapable d'en dire plus. Ils restèrent silencieux quelques instants, jusqu'à ce que Julie dise quelque chose d'inattendu. « Le ciel est magnifique aujourd'hui. Il y a un bleu si intense que ça fait presque mal aux yeux. Et quelques nuages fins, comme si quelqu'un avait passé un pinceau très délicat. On dirait ces estampes japonaises minimalistes, tu vois ?» Michel tourna le visage vers le haut, comme s'il pouvait voir ce qu'elle décrivait. « Comment sais-tu que je ne peux pas voir ? Les lunettes de soleil à l'intérieur de l'école et la canne sont des indices assez évidents, » répondit-elle avec une légère pointe d'humour, sans aucune pitié dans sa voix. « Mais je ne décrivais pas le ciel parce que tu ne peux pas le voir. Je le décrivais parce que je le trouve beau, et parfois, c'est agréable de partager de belles choses. » Pour la première fois, depuis des semaines, Richard vit son fils sourire vraiment. « Quels autres sons aimes-tu » demanda Julie, changeant de sujet avec naturel. « Moi, j'adore le bruit de la pluie sur le toit. Ça me fait me sentir en sécurité, même quand tout est chaotique dehors. » Michel réfléchit un instant. « J'aime le son du piano, je jouais avant l'accident. Je continue de jouer, mais c'est différent maintenant. »« Tu joues du piano ? C'est incroyable. J'ai toujours voulu apprendre, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Au mieux, je m'aventure sur une guitare désaccordée que j'ai trouvée à la poubelle et que j'ai réparée. »« Tu as réparé une guitare ?» Michel semblait sincèrement impressionné. « J'ai essayé, du moins. Elle sonne toujours comme un chat à qui on marche dessus, » rit-elle. « Mais un jour, j'apprendrai correctement. » Richard observait la scène, émerveillé. Cette jeune fille, qui venait d'un monde si différent des autres élèves, qui faisait face à de réelles difficultés chaque jour, était la seule capable de voir Michel comme une personne, et non comme un handicap. La sonnerie retentit, annonçant la fin de la pause. Julie se leva. « Je dois aller en cours de chimie. Je peux m'asseoir ici encore demain ?» Michel hocha vivement la tête, presque avec impatience. « Bien sûr. Super. Et si tu veux, je peux te montrer où se trouve la salle de musique après les cours. J'ai entendu dire qu'il y a un piano à queue que personne n'utilise. » Le visage de Michel s'illumina d'une attente que Richard n'avait pas vue depuis des années. Julie lui dit au revoir et courut vers sa classe, sa queue de cheval se balançant tandis qu'elle traversait la cour. Quand tous, les élèves furent rentrés, Richard s'approcha de son fils, feignant de nettoyer le banc où il avait été assis. « Belle journée, n'est-ce pas, jeune homme ?» dit-il, en déguisant sa voix. Michel, pour la première fois, ne semblait pas vouloir s'isoler. Julie a dit que le ciel est très bleu aujourd'hui. Et il l'est, en effet, confirma Richard, ravalant son émotion. Très bleu, un bleu qui donne de l'espoir. Cette nuit-là, dans son petit appartement loué où il vivait pendant son déguisement, Richard pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort d'Hélène. Il pleura de tristesse pour l'isolement que son fils avait vécu. Il pleura de colère d'avoir permis à son école de devenir un lieu froid et élitiste. Il pleura de gratitude pour cette simple jeune fille qui voyait avec le cœur. « Hélène, tu serais si déçue de ce que j'ai laissé faire, » murmura-t-il au portrait de sa femme qu'il gardait caché dans un tiroir. « Mais je te le promets, je vais arranger ça. Je vais honorer tout ce que tu défendais. » Le lendemain matin, Richard arriva plus tôt au lycée. En balayant l'entrée, il vit Julie arriver, essoufflée par sa course pour ne pas être en retard. Elle avait des cernes visibles et portait, en plus de son sac à dos, un sac en papier. « Bonjour, monsieur », le salua-t-elle poliment. « Bonjour, ma petite. Tu cours pour ne pas être en retard ?»
Elle sourit, fatiguée. C'est ça. Mon frère va mieux, mais j'ai quand même dû lui donner son médicament avant de partir. Et je suis aussi passé à la bibliothèque municipale pour prendre un livre. Richard regarda le sac avec curiosité. Julie remarqua son regard. C'est un livre en braille, expliqua-t-elle. Pour Michel. Hier, il m'a dit que ça lui manquait de lire seul sans dépendre des livres audio. J'ai découvert que la bibliothèque centrale a une section de livres en braille, et j'ai emprunté celui-ci. C'est Le Petit Prince. Un classique, mais ça marche toujours, non? Richard sentit ses yeux s'embuer et se dissimula en se baissant pour ramasser quelques feuilles. Cette jeune fille, qui avait à peine le temps de s'occuper de sa propre vie, s'était levée plus tôt pour aller chercher un livre qui pourrait aider son fils. « Vous êtes une bonne fille, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Mais non, je fais juste ce que n'importe qui ferait. C'est bizarre comme personne ici ne semble remarquer que Michel est juste un garçon qui veut être traité comme tout le monde. » Et sur ces mots simples mais profonds, elle entra, laissant Richard avec la certitude qu'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait lorsqu'il avait commencé ce voyage déguisé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'école, quelque chose commençait à changer. Une amitié improbable naissait dans les couloirs luxueux du lycée Horizon, une amitié qui, sans que personne ne le sache, transformerait à jamais cette institution et tous ceux qui l'entouraient. Car comme Julie le dirait plus tard, parfois, il faut perdre quelque chose pour vraiment commencer à voir. Les jours suivants, Richard observa une transformation subtile mais significative chez Michel. Son fils semblait se réveiller lentement d'un long sommeil. Le matin, il se préparait avec plus de soin, vérifiait plusieurs fois si sa chemise était bien repassée, si ses cheveux étaient en place. De petits gestes qui signalaient que pour la première fois depuis longtemps, il se souciait de sa propre apparence, même sans pouvoir la voir. Pendant les cours, il commença à participer davantage, levant la main pour répondre aux questions, partageant ses opinions sur les livres discutés en cours de littérature. Richard remarqua ces changements en faisant semblant de tailler les plantes près des fenêtres des salles de classe. Déguisé avec son uniforme d'agent d'entretien, un chapeau de paille et une barbe qu'il avait laissé pousser pour compléter le look, il était devenu pratiquement invisible aux yeux des élèves et du personnel. C'était comme s'il portait une cape d'invisibilité. Personne ne regardait vraiment un agent d'entretien, surtout dans cet environnement, où le statut social dictait qu'il méritait l'attention. Un matin, Richard nettoyait les couloirs lorsqu'il entendit des voix venant de la salle des professeurs. La porte était entr'ouverte, et il reconnut immédiatement qu'il parlait de son fils. « Je ne sais pas comment gérer cet élève aveugle », disait la professeure de mathématiques, une femme d'âge mûr qui portait toujours des tailleurs impeccables et avait les cheveux attachés en un chignon sévère. « Il est intelligent, oui, mais il ralentit le rythme de la classe. J'ai un programme à respecter. »« Je sais bien ce que c'est, » répondit le professeur de géographie en soupirant. « Il faut redessiner toutes les cartes en relief, faire des descriptions détaillées des images. C'est un travail énorme, et franchement, nous n'avons pas été embauchés pour ça. La direction insiste pour que nous l'incluions, mais n'offre pas de formation adéquate, » commenta une troisième voix. De plus, les parents des autres élèves ont commencé à se plaindre que nous consacrons trop de temps à un seul étudiant. Richard sentit le sang lui monter à la tête. Il voulait entrer dans la salle et révéler sa véritable identité, les renvoyer tous sur le champ. Mais il prit une profonde inspiration et retint son impulsion. Le but de son déguisement était justement de découvrir la vérité brute, sans filtre. Et la vérité était que l'école qu'il avait construite, qui portait son nom de famille sur les documents officiels, traitait l'inclusion comme un fardeau, une obligation bureaucratique et non comme une valeur. « Je trouve que vous êtes très dur », dit une voix plus jeune, que Richard identifia comme étant celle de la professeure de littérature fraîchement embauchée. « Michel a fait beaucoup d'efforts. Vous avez vu comme il participe plus. Et l'analyse qu'il a faite du rouge et le noir était l'une des meilleures que j'ai jamais entendues d'un élève de seconde. Bien sûr, Amandine, vous êtes nouvelle. Vous n'avez pas encore compris comment les choses fonctionnent ici, rétorqua la professeure de mathématiques. Ce n'est pas un lycée ordinaire. Les parents paient une fortune pour que leurs enfants aient la meilleure éducation, pour qu'ils entrent dans les meilleures universités. Nous ne pouvons pas compromettre la qualité de l'enseignement à cause d'un seul élève qui ne devrait même pas être ici. » « Comment ça, ne devrait
Même pas être ici, demanda Amandine, visiblement contrariée. Mais c'est évident. Notre lycée n'a pas la structure pour les élèves à besoins spécifiques. Il est ici uniquement parce que sa mère était professeure et que la coordination a eu pitié après sa mort. Une décision sentimentale, pas pédagogique. Richard serra les poings si fort qu'il sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. C'était donc ce qu'il pensait? Que son fils était un cas de charité, une exception indésirable à la règle? Combien d'autres étudiants talentueux avaient été rejetés au fil des ans sur la base de préjugés similaires? Je suis en total désaccord, répondit fermement Amandine. Inclure des élèves divers ne diminue pas la qualité de l'enseignement. Au contraire, cela enrichit l'expérience éducative de tous. Si nous n'arrivons pas à enseigner à quelqu'un parce qu'il apprend différemment, le problème ne vient pas de l'élève, mais de notre pédagogie. Un silence pesant suivit cette déclaration. Richard sourit discrètement. Au moins une voix de bon sens dans cet environnement. « Très joli en théorie, Amandine », reprit la professeure de mathématiques d'un ton condescendant. « Mais en pratique, nous avons des objectifs à atteindre, des classements à maintenir. Le lycée Horizon est le numéro 1 de l'académie depuis des décennies, et il ne va pas cesser de l'être à cause d'expériences inclusives. » Richard s'éloigna, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Son école, qu'il avait un jour rêvé d'être un espace de transformation, était devenue une simple usine à résultats, un lieu où la valeur humaine était mesurée par la capacité à s'adapter au système et non à le questionner ou à le transformer. Cet après-midi-là, pendant la pause, Richard vit Julie courir dans la cour, cherchant manifestement quelqu'un. Quand elle aperçut enfin Michel assis sur son banc habituel, elle s'approcha essoufflée. « Michel, j'ai une surprise », dit-elle en s'installant à côté de lui. « J'ai réussi à avoir la clé de la salle de musique. » Le visage du garçon s'illumina. « Comment ?»« C'est la professeure Amandine qui me l'a donnée. Elle a dit qu'on pouvait l'utiliser pendant la pause déjeuner, à condition de faire attention à tout. » Elle prit la main de Michel et plaça la clé dans sa paume. « Tu veux y aller maintenant ?» Michel hésita un instant, peu sûr de lui. Depuis qu'il avait perdu la vue, il évitait d'explorer des espaces inconnus, préférant la sécurité de la routine, des chemins déjà cartographiés dans son esprit. « Et si je n'arrive pas à jouer ?» murmura-t-il, révélant sa véritable crainte. Julie lui serra légèrement la main. « Alors tu ne joues pas. On discute, ou je joue ma guitare désaccordée et tu me critiques, plaisanta-t-elle. Mais je pense que tu y arriveras. La musique ne se joue pas seulement avec les yeux, Michel. » Richard, qui taillait un arbuste à proximité, sentit son cœur se serrer. Comment cette jeune fille, avec toute sa simplicité, parvenait-elle à voir et à dire exactement ce que Michel avait besoin d'entendre? Ils se levèrent, et Julie offrit son bras pour guider Michel. Il accepta, tenant sa canne de l'autre main. Richard les suivit discrètement, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarqué, mais assez proche pour observer. La salle de musique se trouvait au 3e étage, dans une aile plus isolée du lycée. C'était un vaste espace avec de hautes fenêtres qui laissaient généreusement entrer la lumière naturelle. Divers instruments étaient disposés tout autour. Des guitares, des flûtes, un violoncelle, une batterie, et au centre, majestueux, un piano à queue Steinway, cadeau d'une famille aisée qui avait fait don de l'instrument en échange de réductions sur les frais de scolarité de leur fils. « Waouh !» s'exclama Julie en entrant émerveillée. « Cet endroit est incroyable. Il y a même ce truc d'acoustique sur les murs. »« Des panneaux acoustiques », corrigea doucement Michel en souriant. « C'est ça. Et le piano, mon Dieu, je n'en ai jamais vu d'aussi près. On dirait ceux des films. » Elle guida Michel jusqu'à l'instrument. « Tiens, tu veux le toucher ?» Michel tendit la main, touchant la surface polie du piano. Ses doigts glissèrent sur la finition laquée noire, sentant la texture lisse, le contour élégant. Avec précaution, il tâtonna jusqu'à trouver le couvercle qui recouvrait les touches. « Je peux l'ouvrir ?» demanda-t-il, s'adressant à Julie comme pour demander la permission. « Bien sûr, le piano est à toi maintenant. Enfin, pour une demi-heure, au moins, rit-elle. » Michel souleva lentement le couvercle presque avec révérence. Il passa ses doigts sur les touches, sentant la différence entre les blanches et les noires, reconnaissant le motif familier. « C'est un Steinway modèle D, » dit-il, surprenant Julie. « On le sait au toucher, à la distance entre les touches, à la profondeur. Mon père
Mon père en avait un à la maison. C'était vrai, Richard possédait un Steinway similaire dans son hôtel particulier de la Villa Montmorency, où Michel avait grandi. Le garçon avait commencé à prendre des leçons à 5 ans et avait montré un talent précoce. Après l'accident, cependant, il refusait de jouer, comme si la musique était une autre chose que la cécité lui avait volée. « Tu veux t'asseoir » Julie tira le tabouret. « Tu n'es pas obligé de jouer si tu n'en as pas envie. » Michel hésita, mais finit par s'asseoir. Ses mains se posèrent sur les touches, sans appuyer, sentant simplement l'ivoire sous ses doigts. Richard, qui observait par l'entrebâillement de la porte, retint son souffle. Serait-ce le moment? « Tu sais ce qui est drôle » dit soudain Michel. « Quand je pouvais voir, je fermais les yeux pour jouer les morceaux les plus difficiles. Ma professeure disait que c'était pour sentir la musique, pas seulement la lire sur la partition. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur de ne pas trouver les bonnes notes. » Julie s'assit à côté de lui sur le tabouret. « Essaye une seule note pour commencer. Une seule. » Michel pressa une touche, produisant un do cristallin qui résonna dans la salle. Il sourit, surpris par la qualité du son. « Tu vois? Ce n'était pas si difficile, » l'encouragea Julie. « Maintenant, une autre. » Il joua un mi, puis un sol, formant un simple accord de do majeur. « On dirait le début d'une chanson de Dorothée, » plaisanta Julie, faisant rire Michel pour la première fois à voix haute. « C'est un accord de base, » expliqua-t-il, « le premier qu'on apprend. Alors commence par la base, personne n'a besoin de courir. » Richard observait émerveillé, tandis que son fils commençait à jouer des notes isolées, puis de petits extraits de mélodies, comme s'il réapprenait une langue oubliée depuis longtemps. L'expression tendue de son visage s'adoucit, laissant place à une concentration sereine. « C'est quelle musique ?» demanda Julie quand il commença à jouer quelque chose de plus élaboré. « Clair de lune, de Debussy. C'était la préférée de ma mère. » La musique s'écoula des doigts de Michel, hésitante au début, puis avec plus de confiance. Ce n'était pas parfait. Il se trompait sur quelques notes, perdait le rythme de temps en temps. Mais il y avait une âme. Il y avait de la vie. Et pour Richard, c'était la plus belle performance qu'il ait jamais entendue. « Tu joues comme si tu racontais une histoire, » dit Julie quand il eut terminé. Michel sourit, sincèrement ému. Ma mère disait la même chose. Richard dut s'éloigner, craignant que son fils n'entende ses sanglots contenus. Il marcha rapidement dans le couloir vide, jusqu'à trouver des toilettes où il put se ressaisir. Il regarda son propre reflet dans le miroir, le visage fatigué, les yeux rouges, la barbe naissante. Qui était-il maintenant? L'homme d'affaires prospère qui avait bâti un empire éducatif ou l'agent d'entretien invisible qui redécouvrait la valeur de l'éducation authentique? Cette nuit-là, dans son appartement, Richard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il écrivit. Dans un simple carnet, il commença à esquisser des idées pour transformer le lycée Horizon. Des programmes de bourse plus larges, des laboratoires d'accessibilité, une formation à l'éducation inclusive pour tous les professeurs. Il savait que ce serait une bataille difficile. Le conseil d'administration, composé majoritairement d'investisseurs soucieux des profits, résisterait. Mais maintenant, quelque chose de plus fort le motivait, la vision de son fils recommençant à vivre pleinement. Le lendemain, au petit déjeuner, un fait inhabituel attira l'attention de tous les employés de l'école. Sur le tableau d'affichage principal, où étaient normalement affichées des communications sur les concours et les compétitions académiques, il y avait une grande affiche annonçant le premier festival des talents inclusifs du lycée Horizon. L'événement aurait lieu dans 1 mois et tous les élèves étaient invités à participer indépendamment de leur capacité ou de leurs limitations. La coordinatrice pédagogique était perplexe. « Qui a autorisé ça? Je ne me souviens pas que nous ayons approuvé un festival lors de notre dernière réunion. » La secrétaire haussa les épaules. « Une autorisation est venue du siège, avec la signature de M. Martin. De Richard Martin lui-même. » La coordinatrice semblait choquée. Le propriétaire du réseau d'écoles s'impliquait rarement dans les décisions quotidiennes, surtout depuis son retrait temporaire pour son prétendu voyage international. C'est étrange. Eh bien, si sa signature y est, nous ne pouvons pas contester. Richard, qui lustrait la rampe d'escalier à proximité, cacha un sourire. La signature était authentique. Après tout, il était toujours le propriétaire.
et l'email envoyé au siège demandant l'événement avait également été écrit par lui sur son ordinateur portable personnel la veille au soir. La nouvelle du festival se répandit rapidement dans l'école. La plupart des professeurs accueillirent l'idée avec réticence. C'était plus de travail, plus de préparation, plus d'adaptation. Mais certains, comme Amandine, la jeune professeure de littérature, y virent une opportunité de créer quelque chose de significatif. « J'ai pensé que tu pourrais participer, Michel, » dit Julie pendant la pause, alors qu'ils mangeaient ensemble dans la cour. « Tu joues du piano incroyablement bien. » Michel secoua la tête, peu sûr de lui. « Je ne sais pas, Jus. Jouer seul dans la salle de musique, c'est une chose. Devant toute l'école, c'est complètement différent. Je comprends, mais pense à ça. Combien d'autres élèves d'Horizon doivent cacher leur talent parce qu'ils ne se sentent pas acceptés tels qu'ils sont? Tu pourrais les inspirer. » Michel fronça les sourcils, pensif. « Tu crois vraiment? »« J'en suis sûr. En plus, ajouta-t-elle avec un sourire dans la voix, j'en ai marre d'être la seule boursière un peu prétentieuse de cet endroit. J'ai besoin de quelqu'un d'aussi prétentieux pour partager le fardeau. » Michel rit, et Richard, qui ramassait des feuilles à proximité, s'émerveilla de la transformation. Son fils riait. Il faisait des projets. Il vivait. « Et toi, tu vas participer ?» demanda Michel. « Moi? Pour faire quoi? Tu as mentionné que tu chantais l'autre jour. » Julie devint visiblement gênée. « Ah, je ne chante que sous la douche, et peut-être au karaoké après quelques sodas. Rien de professionnel. »« Fais-moi entendre, » insista Michel. « Juste un petit peu. »« Ici, maintenant, pas question. »« S'il te plaît ?» Michel fit une expression suppliante qui était presque comique. « J'ai un avantage déloyal, tu sais. Personne ne peut résister à la demande d'un aveugle. » C'est un coup bas. Julie lui donna une petite poussée sur le bras, mais finit par céder. « D'accord, mais juste un petit bout et tout bas. » Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'était à proximité sans remarquer Richard, qui continuait son travail silencieux de jardinage. Puis, d'une voix douce, elle commença à chanter les premiers vers du Sud de Nino Ferrer. Richard arrêta ce qu'il faisait, stupéfait. La voix de Julie était étonnamment belle, naturelle, sans affectation, mais avec un timbre unique qui transmettait une émotion authentique. Michel semblait également impressionné, écoutant attentivement, le visage tourné dans sa direction. « Ce n'est pas une voix de douche, Julie, » dit-il quand elle eut terminé. « Sérieusement, tu chantes très bien. »« Tu crois vraiment ?» demanda-t-elle, peu sûre d'elle. « Ma mère a toujours dit que j'avais un don, mais je pensais que c'était un truc de mère, tu sais ce que c'est. Fais-moi confiance. Quand tu perds la vue, tes autres sens s'aiguisent. Ton oreille pour la musique est parfaite. Alors, tu penses que je pourrais participer au festival ?» Michel sourit, malicieux. « Seulement si tu promets qu'on fera un numéro ensemble. Tu chantes, je joue. » Richard faillit laisser tomber le râteau qu'il tenait. Un duo? Son fils proposait vraiment de se produire en public? Julie hésita. « Je ne sais pas, Michel. Les élèves d'ici sont si critiques. Et s'ils se moquent de nous? Ils se moquent déjà de moi parce que je suis aveugle, et de toi parce que tu es boursière. Qu'est-ce qu'on a à perdre ?» La simplicité de cette logique fit sourire Julie. « Tu as raison. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Nous ignorer plus qu'ils ne le font déjà? » « Exactement. Alors, on a un accord? Tu chantes, je joue. Marché conclu. Mais il va falloir beaucoup répéter. On peut utiliser la salle de musique tous les jours. La professeure Amandine a dit qu'on pouvait y aller quand on voulait. » Le plan était fait. Richard s'éloigna, satisfait, mais sa satisfaction allait bientôt laisser place à l'inquiétude. Alors qu'il marchait dans le couloir avec son chariot d'outils, il entendit une conversation qui le mit en alerte. « T'as vu, le petit aveugle bizarre et la boursière du 9-3 s'inscrivait au festival, » disait un garçon blond, que Richard reconnut comme le fils d'un célèbre banquier. « Ça va être hilarant. »« Carrément !» acquiesça un autre garçon, appuyé contre le mur avec un air de supériorité. « Je parie qu'il va se planter sur toutes les notes, et elle doit chanter comme un chat qu'on égorge. Mon père dit que cette histoire de festival inclusif, c'est juste de la frime. Le lycée doit faire semblant de se soucier de la diversité pour ne pas avoir de problème juridique, » commenta une troisième voix féminine. « Évidemment, personne ne veut vraiment de ce genre de personnes ici.
Mon père paie une fortune pour que je n'ai pas à côtoyer la racaille. » Richard sentit le sang lui monter à la tête. Il voulait confronter les adolescents, leur dire qui il était vraiment, leur rappeler que la racaille à laquelle il faisait référence incluait son propre fils. Mais il prit une profonde inspiration et se retint. L'intervention devait être plus stratégique, plus profonde. Dans les jours qui suivirent, Richard observa comment Michel et Julie répétaient quotidiennement. Il vit comment, peu à peu, d'autres personnes commencèrent à s'approcher. D'abord Amandine, offrant des suggestions de répertoire, puis une fille timide de 3e qui jouait du violon et demanda à les accompagner. Enfin, un jeune homme de terminale qui proposa de créer un arrangement spécial pour leur performance. La musique, comme elle l'avait toujours été au cours de l'histoire de l'humanité, devenait un pont entre des mondes différents. Cependant, tout n'était pas rose. Un jour, en nettoyant les toilettes des garçons, Richard trouva quelque chose qui le perturba profondément. Un graffiti sur la porte d'une des cabines, avec les mots « L'aveugle, mêle-toi de tes oignons, retourne à l'institut » et juste en dessous « Mort au boursier ». La haine explicite qui s'y trouvait était choquante, d'autant plus qu'elle venait d'adolescents privilégiés qui, théoriquement, avaient accès à la meilleure éducation du pays. Richard photographia le graffiti avec son téléphone avant de le nettoyer. Cela ne pouvait pas continuer. Son école, qu'il avait un jour rêvé d'être un espace de transformation sociale, était devenue un environnement toxique où les préjugés étaient cultivés comme une vertu. Quelque chose devait être fait. Et c'est ainsi, entre des découvertes douloureuses et de petits moments d'espoir, que Richard commença à comprendre la véritable dimension du défi auquel il était confronté. Il ne suffisait pas de changer les règles, les programmes, les infrastructures. Il fallait changer la mentalité, la culture institutionnelle. Il fallait retrouver le but originel de cette école. Pendant ce temps, dans une petite maison de la banlieue parisienne, Julie faisait face à ses propres défis. Après une longue journée de cours, suivie de 4 heures de travail à la papeterie, elle arriva chez elle épuisée pour trouver sa mère, Madame Cécile, qui l'attendait avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » ?»« L'école a appelé ma fille. La coordinatrice veut une réunion avec moi demain. » Julie sentit un froid dans le ventre. « Une réunion ? Pourquoi ? » ?»« Ils n'ont pas dit. Juste que c'est important. » La jeune fille s'assit, essayant de dissimuler sa nervosité. Quelqu'un s'était-il plaint de sa proximité avec Michel? Ou pire, avait-il découvert qu'elle utilisait la salle de musique sans autorisation officielle? Et s'il voulait lui retirer sa bourse? « Ça doit être la routine, maman. Ils font ça avec tous les élèves. » Madame Cécile haussa un sourcil sceptique. « Au milieu du semestre? Et pourquoi seulement avec moi et pas avec les mères de tout le monde ?» Julie n'avait pas de réponse à cela. Elle passa la nuit agitée, se retournant dans le lit qu'elle partageait avec sa petite sœur, pensant à toutes les possibilités. Que ferait-elle si elle perdait sa bourse? C'était sa dernière année au lycée. Elle était si près de réaliser son rêve d'entrer dans une université publique. Et il y avait le festival, les répétitions avec Michel. Il comptait sur elle. Le lendemain matin, Julie se leva encore plus tôt que d'habitude. Elle prépara le petit déjeuner pour ses frères et sœurs, fit leur sac, laissa le déjeuner prêt pour leur retour de l'école. Sa mère observait, émue. « Je ne sais pas ce que cette famille ferait sans toi, ma fille. »« N'exagère pas, maman. Vous vous en sortiriez. »« Peut-être, mais ce ne serait pas la même chose. » Madame Cécile arrangea le col de la chemise de sa fille avec affection. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi, Julie. Ce ne sont pas tes notes, ni tout le travail que tu abats. C'est la façon dont tu te soucies des autres, comment tu vois les gens. » Julie serra sa mère dans ses bras émue. « J'ai appris de la meilleure. » Elles se rendirent ensemble au lycée Horizon, prenant 2 bus et marchant encore 20 minutes pour y arriver. Madame Cécile, une femme d'une 40aine d'années qui en paraissait beaucoup plus à cause du travail pénible, était visiblement nerveuse, ajustant constamment la seule belle robe qu'elle possédait, un modèle simple bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales. En arrivant à l'entrée imposante du lycée, elles furent accueillies par une secrétaire qui les conduisit non pas au bureau de la coordination, comme elles s'y attendaient, mais à une salle de réunion au dernier étage, normalement réservée au conseil d'administration. « Pourquoi allons-nous là-bas » demanda Julie, de plus en plus inquiète. La secrétaire se contenta de sourire énigmatiquement. «
Vous le saurez bientôt. » Quand la porte de la salle s'ouvrit, Julie faillit s'évanouir de surprise. Assis au bout de la table de réunion, ce n'était pas la coordinatrice, mais M. Antoine, l'agent d'entretien qui la saluait toujours et qui observait ses répétitions avec Michel. Sauf qu'il ne portait pas l'uniforme d'agent d'entretien. Il était en costume, impeccablement ajusté, et n'avait plus sa barbe négligée ni sa casquette. Il semblait être une toute autre personne. « Bonjour, Julie, » dit-il avec un sourire aimable. « Bonjour, Madame Cécile. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Julie s'assit à la table de réunion, sentant ses jambes trembler. Sa mère, Madame Cécile, gardait les yeux fixés sur l'homme qu'elle connaissait jusqu'alors comme « Monsieur Antoine, l'agent d'entretien ». Le silence pesait dans la pièce comme du plomb, seulement brisé, par le tic-tac discret d'une horloge murale. « J'imagine que vous êtes confuse, » dit-il enfin d'une voix plus ferme et articulée que le ton humble qu'il utilisait dans les couloirs de l'école. « Mon vrai nom est Richard Martin. Je suis le propriétaire du lycée Horizon et de tout le groupe éducatif Martin. » Madame Cécile porta la main à sa bouche, étouffant une exclamation de surprise. Julie écarquilla les yeux, incapable de traiter cette information. « L'agent d'entretien ?» parvint-elle à balbutier. « Mais pourquoi ?» Richard se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Paris. Pendant quelques instants, il contempla l'horizon découpé de gratte-ciel, comme s'il cherchait les mots justes. « Parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux ce qui se passait entre ces murs, » répondit-il enfin se tournant vers elle. « Parce que je voulais comprendre comment mon fils était traité. »« Votre fils ?» Julie fronça les sourcils, confuse. Puis, la compréhension la frappa comme un éclair. « Michel ? Michel est votre fils ?» Richard hocha la tête, les yeux soudain embués. « Oui, Michel est mon unique fils. Sa mère, ma femme, Hélène, est morte il y a 7 ans. Pas il y a quelques mois, comme il le dit à ses camarades. L'histoire qu'il raconte sur la mère professeure décédée récemment fait partie du déguisement que nous avons créé. »« Et pourquoi toute cette mise en scène ?» demanda Madame Cécile, se remettant du choc initial, une pointe d'indignation dans la voix. « Pourquoi mentir à tout le monde ? Pourquoi utiliser votre propre fils dans cette farce ?» La question directe fit légèrement tressaillir Richard. Il retourna à la table, s'asseyant en face d'elle. « Parce que j'avais perdu le nord, Madame Cécile. Parce qu'après la mort de ma femme, je me suis plongé dans le travail et je me suis éloigné de mon fils. J'ai délégué son éducation à des employés. J'ai transformé mes écoles en entreprises froides, tournées uniquement vers les résultats et le statut. » Il fit une pause, la voix étranglée par l'émotion. « Quand Michel a perdu la vue, j'ai réalisé à quel point j'étais moi-même aveugle. J'ai décidé que je devais changer, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai pensé, et si je pouvais tout revoir avec d'autres yeux? Et si je pouvais comprendre ce que c'est que d'être invisible dans le système que j'ai moi-même créé? » Julie écoutait attentivement, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. « C'est pour ça que vous vous êtes déguisé en agent d'entretien? » »« Exactement. J'ai inscrit Michel comme nouvel élève en disant qu'il était le fils d'une professeure décédée. Personne ne ferait le lien avec le propriétaire de l'école. Après tout, peu de gens savent que j'ai un fils et encore moins qu'il a perdu la vue. Nous vivons reclus depuis l'accident. « Et où Michel pense-t-il que vous êtes ?» demanda Julie. « Il croit que je suis en long voyage d'affaires. Nous vivons séparés depuis que nous avons commencé cette expérience. J'ai un appartement loué où je reste pendant la semaine. Le week-end, Michel vient là-bas, croyant que c'est la maison d'un tuteur que j'ai désigné. C'est à ce moment-là que je peux être avec lui en tant que père, pas en tant qu'agent d'entretien. » Madame Cécile secoua la tête, incrédule. « Quelle histoire insensée, monsieur Martin. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec ma fille? Pourquoi nous avoir convoqués ici aujourd'hui ?» Richard sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « Parce que votre fille, Madame Cécile, a fait ce que personne d'autre dans cette école n'a réussi à faire. Elle a vu Michel. Pas le garçon aveugle, pas le pauvre petit, pas le problème, juste Michel, avec tous ses talents et ses possibilités. » Julie rougit intensément, détournant le regard. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. » Non, Julie, vous avez fait ce que presque personne ne fait. Dans une école pleine de gens qui sont censés avoir été éduqués pour être les meilleurs, vous avez été la seule
à faire preuve d'une véritable empathie et d'humanité. Richard se pencha en avant, les yeux fixés sur la jeune fille. « C'est vous qui avez sorti mon fils du silence dans lequel il s'était isolé depuis l'accident. C'est vous qui l'avez ramené à la musique, à la vie. » Julie déglutit, ne sachant que répondre. Sa mère, percevant le malaise de sa fille, intervint. « Monsieur Martin, tout cela est très beau, mais je ne comprends toujours pas le but de cette réunion. Avez-vous appelé la direction pour parler de ma fille? Sommes-nous ici pour entendre des éloges ou... » Elle hésita, la peur revenant dans ses yeux. « Ou y a-t-il un problème avec sa bourse? » « Au contraire, Madame Cécile. » Richard se leva, se dirigeant vers une table d'appoint où se trouvait un dossier. Il le prit et revint, le plaçant devant elle. « Nous sommes ici pour discuter de l'avenir. L'avenir de Julie, l'avenir de Michel et l'avenir du lycée Horizon. » Il ouvrit le dossier révélant quelques documents imprimés. « En ce moment, je mets en œuvre une restructuration complète de tout le réseau Martin. En commençant par le lycée Horizon, nous allons élargir le programme de bourse, créer un département d'inclusion et d'accessibilité et mettre en place des formations obligatoires en éducation inclusive pour tous les professeurs. »« C'est merveilleux, » commenta Madame Cécile, sincèrement impressionnée. « Mais ce n'est que le début, » continua Richard. « Je crée également la Fondation Hélène Martin, en hommage à ma défunte épouse. Cette fondation offrira des bourses intégrales à des élèves talentueux de milieux modestes et créera des centres de soutien pour les étudiants en situation de handicap. » Il sortit un document du dossier et le fit glisser en direction de Julie. « Et j'aimerais que vous, Julie, soyez la première bénéficiaire de la fondation. Ce document garantit non seulement la poursuite de votre bourse jusqu'à la fin du lycée, mais aussi une bourse intégrale pour l'université de votre choix, en France ou à l'étranger, ainsi qu'une aide financière mensuelle pour votre famille pendant vos études. » Julie regarda le papier bouche bée. Sa mère, également stupéfaite, prit le document avec des mains tremblantes. « C'est beaucoup d'argent. »« Monsieur Martin, » bégaya Madame Cécile, « nous ne pouvons pas accepter une chose pareille. Ce n'est pas de la charité, Madame Cécile. C'est un investissement. Votre fille a un potentiel extraordinaire et mérite toutes les opportunités pour le développer. » Richard sourit gentiment. « De plus, j'ai une proposition supplémentaire. » Il sortit un autre document du dossier. « J'aimerais engager Julie comme tutrice spéciale de Michel. Elle l'aiderait dans ses matières, suivrait son développement et, plus important encore, continuerait à l'encourager dans ses activités musicales. En échange, en plus de la bourse déjà mentionnée, elle recevra un salaire mensuel conforme au marché. » Julie avait du mal à respirer. Cela ressemblait à un rêve. Un de ces rêves si beaux qu'au réveil, ils laissent une sensation de vide, d'opportunité manquée. Mais c'était réel. Le papier était là, sur la table, avec des montants qui changeraient complètement la vie de sa famille. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix à peine un murmure. « Il doit y avoir des tuteurs professionnels, des gens avec de l'expérience. » « Parce que vous avez fait naturellement ce qu'aucun professionnel n'a réussi à faire, gagner la confiance de Michel, parce que vous le voyez tel qu'il est et non comme son handicap, parce que... » Richard hésita, la voix se brisant à nouveau. « Parce que vous me rappelez Hélène, pas physiquement mais dans l'esprit, dans votre façon de voir le monde, d'affronter les difficultés, de voir les gens au-delà des apparences. » Madame Cécile regarda sa fille, les yeux humides. « La décision t'appartient, ma fille. Personne mieux que toi ne sait ce que tu veux. » Julie prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « J'accepte d'être la tutrice de Michel avec grand plaisir, Monsieur Martin. Il est devenu important pour moi, mais j'ai une condition. » Richard haussa les sourcils, surpris. « Laquelle ? » ?»« Je ne veux pas qu'il sache que je suis payé pour être avec lui. Du moins pas maintenant. Notre amitié est sincère et je ne veux pas qu'il pense que je suis là uniquement pour l'argent. » Richard hocha la tête, un sourire d'approbation sur son visage. « Je comprends et je respecte votre position, Julie. Soyez tranquille à ce sujet. » Madame Cécile, qui digérait encore tout cela, avait une autre préoccupation. « Et la direction de l'école? Sont-ils au courant de ces changements? Accepteront-ils tout cela comme ça, du jour au lendemain ?» Le sourire de Richard prit une teinte légèrement ironique. « Madame Cécile, je suis le propriétaire. Ils n'ont pas à accepter, seulement à mettre en œuvre. Ceux qui ne seront pas d'accord avec la nouvelle direction
sont libres de chercher un autre emploi. La fermeté de cette réponse les surprit toutes les deux. Ce n'était pas l'humble agent d'entretien qui balayait les feuilles dans la cour, ni même l'homme d'affaires distant qui signait des chèques à distance. C'était un homme transformé, déterminé à redresser le cours de sa vie et de ses entreprises. « Et pour Michel ?» demanda Julie. « Quand sera-t-il la vérité à votre sujet ?» Richard soupira, l'expression soudain mélancolique. « Après le Festival des Talents. J'ai choisi ce moment car il symbolise beaucoup de choses. Son retour à la musique, la transformation de l'école, un nouveau départ pour nous tous. Et s'il se met en colère, s'il se sent trahi ?» L'inquiétude dans la voix de Julie était sincère. « C'est un risque que je dois courir. Peut-être qu'il sera vraiment furieux contre moi, et à juste titre. J'ai menti à mon propre fils. Je l'ai mis dans une situation difficile, sans son consentement. » Richard détourna le regard, la culpabilité évidente sur son visage. Mais je crois qu'avec le temps, il comprendra que tout cela a été fait par amour. Un amour maladroit, imparfait, mais de l'amour quand même. La réunion se poursuivit quelques minutes de plus, Richard expliquant les détails pratiques de la bourse, du travail de tutorat et des prochaines étapes de la restructuration de l'école. Quand il fut terminé, il accompagna la mère et la fille jusqu'à la porte. « Ah, encore une chose, » dit Richard avant qu'elle ne parte. « À propos du Festival des Talents, ce n'est pas seulement un événement scolaire. J'ai invité des représentants des meilleures écoles de musique du pays et de l'étranger. Ils seront là, à observer, à la recherche de nouveaux talents. » Il regarda directement Julie. « Votre voix mérite d'être entendue, Julie. Et le talent de Michel aussi. » Après leur départ, Richard resta longtemps dans la salle de réunion, absorbé dans ses pensées. Le plan était en marche. Il y avait des risques, certainement. Michel pourrait ne jamais lui pardonner cette tromperie. La direction pourrait résister au changement. Les parents les plus conservateurs pourraient transférer leurs enfants dans d'autres écoles tout aussi élitistes. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. La voie qu'Hélène aurait approuvée. Dans les semaines qui suivirent, l'école commença à se transformer subtilement. Des rampes d'accès furent installées, du matériel en braille arriva à la bibliothèque et une série de conférences sur l'inclusion fut annoncée pour le corps enseignant. La coordinatrice pédagogique, craignant pour son emploi, se mit à traiter Julie avec une déférence qui frisait le comique. Cependant, tout n'était pas rose. Un jour, alors que Michel et Julie répétaient dans la salle de musique pour le festival, ils furent interrompus par un groupe d'élèves mené par Philippe Monnier, fils d'un banquier connu, et l'un des étudiants les plus populaires de l'école. « Tiens, si ce ne sont pas nos artistes inclusifs, » dit-il avec un sourire narquois, en envahissant la salle avec 4 de ses amis, l'aveugle et la prolo qui répètent pour le grand spectacle. Michel, assis au piano, se raidit visiblement. Julie, debout à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule. « Qu'est-ce que tu veux, Philippe ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme, bien que son cœur batte la chamade. « Je suis juste venu assister à la répétition. Après tout, tout le monde dit que vous allez tout déchirer au festival. » Il s'assit nonchalamment sur une chaise, posant ses pieds sur une autre. « Allez, continuez. Je veux voir le show. » Les amis de Philippe rirent, s'installant également. Michel restait immobile, les doigts figés sur les touches du piano. « La salle est réservée pour notre répétition, » dit fermement Julie. « Vous pouvez partir, s'il vous plaît. » Philippe feignit une expression blessée. « Oh là, quelle hostilité! Je pensais que tout ce discours sur l'inclusion signifiait que tout le monde était le bienvenu. » Il se pencha en avant, le ton soudain plus agressif. « Ou bien l'inclusion ne vaut que pour les estropiés et les pauvres. » Julie sentit le sang lui monter à la tête, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Michel se leva brusquement. « Viens, Julie. Ça n'en vaut pas la peine ?» Il prit sa canne et se prépara à partir, mais Philippe tendit la jambe, lui bloquant le chemin. Michel, ne pouvant voir l'obstacle, trébucha et serait tombé si Julie ne l'avait pas retenu. Les rires fusèrent dans la salle. « Oups, désolé, je ne t'avais pas vu. »« Ah, attends, c'est toi qui ne m'as pas vu. » Philippe éclata de rire de sa propre blague suivie par ses amis. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit. C'était Richard, toujours dans son déguisement d'agent d'entretien. « Un problème ici ?» demanda-t-il, observant la scène.
Philippe leva les yeux au ciel. Rien qui te regarde, le vieux. Retourne nettoyer les toilettes. Richard entra calmement dans la salle, fermant la porte derrière lui. Cette salle est réservée pour la répétition de Michel et Julie. Et alors? On ne fait qu'observer, espèce de fouine, rétorqua Philippe en se levant. Il était grand pour son âge et tenta d'utiliser sa taille pour intimider Richard. L'agent d'entretien ne se laissa pas démonter. « Je suis désolé, mais je vais devoir vous demander de partir. Sinon quoi, tu vas me dénoncer ?»« À la direction !» ricana Philippe. « Mon père est le plus grand donateur de cette école. Un coup de fil de sa part et tu es à la rue, le vieux. » Richard regarda le jeune homme droit dans les yeux. « Théorie intéressante. On la teste ?» Il y avait quelque chose dans la fermeté de ce regard, dans la tranquillité de cette voix qui fit légèrement reculer Philippe. Peu importe, cette répétition était nulle de toute façon. Il fit un geste à ses amis. « Allez les gars, assez de charité pour aujourd'hui. » Quand le groupe fut sorti, Richard ferma la porte à clé. Michel était visiblement secoué, les mains tremblant légèrement. « Ça va mon fils ?» demanda Richard, oubliant un instant son déguisement. « Mon fils ?» Michel fronça les sourcils, confus. Richard se racla la gorge, mal à l'aise. « Pardon, c'est une façon de parler. J'ai demandé si vous alliez bien, jeune homme. » Michel hocha lentement la tête, encore perturbé. « Ça va. Merci pour votre aide, monsieur Antoine. »« De rien. Ces garçons ont besoin d'apprendre quelques leçons de respect. » Julie observait l'interaction entre les deux, désormais consciente de leur véritable relation, le cœur serré pour eux deux. Le père qui ne pouvait pas serrer son fils dans ses bras, le fils qui ne savait pas que son père était si proche. « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, » dit Michel découragé. « Je n'ai plus la tête à répéter. »« Pas question, » rétorqua Richard avec une fermeté surprenante. « C'est exactement ce qu'ils veulent, que vous abandonniez, que vous vous cachiez, que vous vous sentiez inférieur. Mais c'est comme ça que je me sens. »« Maintenant, » admit Michel, la voix basse, « inférieur. » Richard s'approcha, luttant contre l'envie de prendre son fils dans ses bras. « Écoutez, Michel, je ne suis qu'un agent d'entretien, mais j'ai assez vécu pour savoir une chose. Le vrai pouvoir n'est pas d'humilier les autres, mais de se relever quand on essaie de vous abattre. » Julie, sentant la délicatesse du moment, ajouta « Monsieur Antoine a raison, Michel. Si on arrête maintenant, il gagne. C'est ce que tu veux ?» Michel resta silencieux un long moment, digérant ses paroles. Finalement, il se tourna vers le piano. « Non, dit-il déterminé, ce n'est pas ce que je veux. » Et il recommença à jouer, cette fois avec plus de force, plus d'intensité. La musique s'échappa de ses doigts comme une déclaration de résistance, de courage. Julie le rejoignit, chantant avec une émotion renouvelée. Richard s'éloigna discrètement, observant de loin, les yeux embués de fierté. Le lendemain, un nouvel incident secoua l'école. Sur la porte du casier de Michel, quelqu'un avait collé un papier avec la phrase « Les aveugles et les pauvres, dehors », écrite en grosses lettres. La nouvelle se répandit rapidement, provoquant l'émoi parmi les quelques élèves plus sensibles et l'indifférence ou un amusement voilé chez la majorité. Richard, en apprenant l'incident, convoqua une réunion d'urgence avec la direction. Sans révéler son déguisement, il envoya un email en tant que président du réseau, exigeant des mesures immédiates contre le harcèlement et les préjugés. « C'est un ordre direct de M. Martin », annonça la directrice, visiblement nerveuse, lors de la réunion avec le corps enseignant. « Il exige une tolérance zéro contre toute forme de discrimination. Quiconque en est témoin et ne le signale pas sera considéré comme complice. » Certains professeurs accueillirent la nouvelle avec soulagement. Parmi eux Amandine, la jeune professeure de littérature qui avait toujours soutenu Michel et Julie. D'autres manifestèrent de l'irritation, comme la professeure de mathématiques qui souffla bruyamment. « Un problème, Vanessa ?» demanda la directrice. « Avec tout le respect que je vous dois, c'est exagéré, » répondit la femme en ajustant ses lunettes. « Il y a toujours eu des plaisanteries entre adolescents. Maintenant, on veut tout transformer en affaire de police. De plus, M. Martin n'est même pas là pour voir la réalité du quotidien. Il envoie des ordres d'on ne sait où, pendant que c'est nous qui devons gérer les vrais problèmes. » Richard, présent à la réunion en tant qu'agent d'entretien, convoqué pour aider avec l'hydratation, servir de l'eau et du café, dut se contrôler pour ne pas répondre.
L'ignorance de cette professeure payée à prix d'or était choquante. « Monsieur Martin est bien plus présent que vous ne l'imaginez, Vanessa », répondit la directrice énigmatiquement. Et il a été très clair. Soit nous nous adaptons à la nouvelle politique d'inclusion, soit nous cherchons un autre emploi. Un murmure parcourut la salle. L'expression « nouvelle politique d'inclusion » était nouvelle pour beaucoup. La directrice en profita pour révéler plus de détails. À partir du prochain semestre, le lycée Horizon réservera 20% de ses places à des boursiers intégraux et élargira son département de soutien aux étudiants en situation de handicap. Tous les professeurs suivront une formation obligatoire en éducation inclusive et le programme scolaire sera révisé pour intégrer des thèmes comme la diversité et la citoyenneté. L'annonce fut accueillie avec des réactions mitigées, surprise, indignation voilée, inquiétude. Un professeur d'histoire leva la main. Et les parents, comment réagiront-ils à ce changement radical? Beaucoup inscrivent leurs enfants ici justement pour l'homogénéité de l'environnement. Monsieur Martin communique personnellement les changements aux parents, répondit la directrice. Ceux qui ne s'alignent pas avec les nouvelles valeurs de l'institution sont libres de chercher une autre école pour leurs enfants. Pendant que la réunion se poursuivait, Michel et Julie étaient à la bibliothèque. Lui, avec son ordinateur portable adapté pour les malvoyants, faisait des recherches sur la composition musicale. Elle, assise à côté de lui, travaillait sur une rédaction pour le cours de français. « Julie, dit-il soudain en levant ses écouteurs, je peux te poser une question ? » « Bien sûr. Pourquoi t'es-tu approché de moi, le premier jour, quand tu t'es assise avec moi pendant la pause? Pourquoi as-tu fait ça ?» La question prit Julie par surprise. « Pourquoi ? Eh bien, je t'ai vue seule et j'ai pensé que ce serait sympa d'avoir de la compagnie. »« Juste ça ? Ce n'était pas... par pitié ?» Julie ferma le livre qu'elle consultait, accordant toute son attention à Michel. « Non, ce n'était pas par pitié. En fait, je me sentais seule aussi. Les boursiers ne sont pas exactement populaires dans cette école, tu sais. Je crois que j'ai vu en toi quelqu'un qui comprendrait ce que c'est que d'être l'étranger, le différent. » Michel sourit légèrement. « Alors tu t'es approché par intérêt personnel? Pour ne pas rester seule? »« Ce n'était pas vraiment ça, » rit Julie. « C'était plutôt une reconnaissance. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que tu sens que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'était ça. »« Je vois. » Michel resta silencieux un moment, pensif. « Merci. Pourquoi ? » ?»« D'être honnête, de ne pas me traiter comme un pauvre petit, Il hésita. « De me voir. » Julie sentit un nœud dans sa gorge. « C'est drôle, Michel. Parfois, j'ai l'impression que tu me vois mieux que beaucoup de gens avec une vision parfaite. » Son sourire s'élargit. « Peut-être parce que je vois avec d'autres yeux. » Cette simple conversation, un après-midi ordinaire à la bibliothèque, scella quelque chose entre eux, une compréhension mutuelle, un engagement silencieux à affronter ensemble tout ce qui viendrait. Et beaucoup de choses allaient revenir. La semaine du festival, la tension au lycée Horizon atteignit des niveaux sans précédent. Les changements annoncés par la direction provoquèrent la colère de plusieurs parents, qui menaçaient de transférer leurs enfants. Une pétition circulait pour exiger que les valeurs traditionnelles soient préservées. Certains professeurs, craignant pour leur emploi, commencèrent à saboter discrètement le nouveau projet. Michel et Julie, cependant, restaient concentrés. Ils répétaient quotidiennement, peaufinant chaque note, chaque vers. Le numéro qu'ils préparaient pour le festival n'était pas seulement une performance, c'était une déclaration d'existence, de résistance. Et Richard, partagé entre son rôle d'agent d'entretien et ses responsabilités de président du réseau, orchestrait tout en coulisses, préparant le terrain pour la grande révélation qui approchait. Un après-midi pluvieux, 2 jours avant le festival, Richard trouva Michel seul dans la salle de musique. Le jeune homme jouait une mélodie triste, profonde, qui résonnait dans la pièce vide. « Votre propre composition ?» demanda Richard en entrant silencieusement. Michel interrompit la musique, se tournant vers la voix. « Monsieur Antoine ? Oui, je compose quelque chose de nouveau, pour le festival. C'est beau. Triste, mais beau. » Michel sourit. Ça parle de voir au-delà des apparences, de comment il faut parfois perdre quelque chose pour vraiment commencer à voir. Richard sentit son cœur se serrer. Une philosophie profonde pour quelqu'un de si jeune.
J'ai eu de bons professeurs. Michel hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais se retenait. Un problème, jeune homme? Ce n'est rien. C'est juste que... Michel prit une profonde inspiration. Parfois, j'ai l'impression que mon père est proche, vous savez? Pas physiquement, mais comme s'il m'observait, veillait sur moi à distance. Richard se figea, le cœur battant à tout rompre. Et ça vous dérange? Je ne sais pas. Une partie de moi est heureuse à cette idée. Une autre est irritée qu'il ne soit pas vraiment là, qu'il ne puisse pas simplement me prendre dans ses bras et me dire que tout ira bien. La vulnérabilité de cette confession était presque insupportable. Richard lutta contre les larmes, contre l'envie de tout révéler à cet instant. « Peut-être que votre père a ses raisons, » parvint-il à dire finalement. « Peut-être qu'il est plus proche que vous ne l'imaginez, attendant juste le bon moment pour s'approcher. » Michel secoua la tête, sceptique. Ou peut-être qu'il ne sait tout simplement pas comment gérer un fils aveugle, avec la déception que je dois être pour lui. Non, le mot s'échappa plus fort que Richard ne l'avait prévu. Je veux dire, je suis sûr que votre père ne ressent pas cela. Je suis sûr qu'il est très fier de vous. Très fier. Michel pencha la tête, curieux de l'émotion dans la voix du prétendu agent d'entretien. Comment pouvez-vous en être si sûr? Richard s'approcha, s'asseyant à côté de lui sur le tabouret du piano. Parce que je vois qui vous êtes, Michel. Je vois votre talent, votre sensibilité, votre force. Et si moi, un simple agent d'entretien, je peux voir ça, imaginez votre père, qui vous connaît depuis votre naissance? Le jeune homme sourit timidement, touché par ces paroles. Merci, monsieur Antoine. Vous savez toujours quoi dire pour que je me sente mieux. C'est juste la vérité, mon fils. Juste la vérité. À ce moment, la porte s'ouvrit. C'était Julie, accompagnée de la professeure Amandine et de 2 autres élèves, la fille au violon et le garçon qui avait créé les arrangements. « Tout le monde est là !» s'exclama Julie, enthousiaste. « On peut faire une répétition complète aujourd'hui. » Richard se leva, dissimulant son émotion. « Je vous laisse alors. Je venais juste vérifier si tout était en ordre dans la salle. » En sortant, il échangea un regard significatif avec Julie. Elle hocha discrètement la tête. C'était la confirmation silencieuse que tout se déroulait comme prévu. Le grand jour approchait, et avec lui le moment de vérité. Une vérité qui transformerait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées, en particulier celle de Michel, qui découvrirait bientôt que le père qu'il croyait distant avait été à ses côtés tout le temps, observant, apprenant et surtout redécouvrant le sens de voir avec le cœur. Le matin du festival se leva sur un ciel étonnamment bleu pour un Paris habituellement gris. Au lycée Horizon, l'agitation commença tôt. Des employés ajustaient les dernières décorations dans l'auditorium. Des techniciens du son effectuaient des tests sur les équipements. Des professeurs couraient d'un côté à l'autre, organisant les élèves participants. Richard arriva encore plus tôt que d'habitude, vêtu de son uniforme d'agent d'entretien. Ce serait son dernier jour dans ce déguisement. Après presque 3 mois à vivre comme Antoine, l'agent d'entretien invisible, il était temps de reprendre sa véritable identité. Cette pensée le laissait à la fois soulagé et terrifié. « Et si Michel ne me pardonne pas ?» se murmura-t-il, tout en vérifiant que le piano à queue sur scène était parfaitement accordé. Il avait engagé le meilleur technicien de la ville pour s'assurer que l'instrument soit impeccable. Alors qu'il ajustait le tabouret du piano, il sentit une présence derrière lui. C'était Amandine, la jeune professeure de littérature. « Bonjour, monsieur Antoine », le salua-t-elle avec un sourire aimable. « Nerveux pour le grand jour ?»« Un peu », admit-il sans plus de détails. Amandine regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls, et baissa la voix. « J'ai entendu parler des changements à venir. Est-ce vrai que monsieur Martin va élargir le programme de bourse et créer un département d'inclusion ?» « D'après ce que j'ai entendu, oui, » répondit Richard, prudent. « Il était temps. » Elle soupira, ajustant ses lunettes à monture colorée. « Vous savez, quand je suis venu travailler ici, j'ai été choqué par l'ambiance. Tant de richesses, tant de ressources, et si peu d'humanité. C'est comme si ces murs étaient faits de privilèges et de préjugés, pas de briques. » Richard hocha la tête, sentant le poids de ses mots. « Et que pensez-vous des changements ? » « Je pense qu'ils sont nécessaires, mais ce ne sera pas facile. Beaucoup de gens vont résister, parents, élèves, même des collègues professeurs. » Elle fit une pause pensive. «
Mais ça vaut la peine de se battre. Pour des élèves comme Michel et Julie, ils représentent l'avenir que je veux voir dans l'éducation française. » Richard sourit, touché par la sincérité de cette jeune professeure. « Vous êtes une excellente professionnelle, Madame Amandine. Cette école a besoin de plus de gens comme vous. »« Merci, Monsieur Antoine. » Elle semblait sincèrement émue par le compliment. « Vous savez, depuis que vous avez commencé à travailler ici, j'ai remarqué à quel point vous vous souciez des élèves, surtout de Michel et Julie. Ce n'est pas courant de voir ça chez les employés, ou même chez les professeurs, malheureusement. » Richard se contenta d'hocher la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix pour répondre. Amandine regarda sa montre. « Je dois y aller. Les élèves de 3e sont presque en panique avec leur présentation. » Avant de partir, elle ajouta « Au fait, j'ai réservé des places au premier rang pour la mère de Julie et ses frères et sœurs. J'ai pensé que ce serait important pour elle d'avoir sa famille présente. » « C'est un très beau geste, Madame la professeure. » Quand Amandine fut partie, Richard s'accorda un moment de réflexion. Au milieu de tant d'élitisme et de froideur, il y avait des gens comme elle, de petites lueurs d'espoir, la preuve que son école n'était pas complètement perdue. L'auditorium commença à se remplir progressivement. Des parents élégamment vêtus, certains arborant des bijoux et des accessoires coûteux, des élèves nerveux, se préparant en coulisses, des invités spéciaux, parmi eux, comme Richard l'avait mentionné à Julie, des représentants d'importantes écoles de musique et d'université. En coulisses, Michel attendait son tour, les mains légèrement tremblantes sur les touches d'un petit clavier qu'il utilisait pour s'échauffer. Julie, à ses côtés, pratiquait des vocalises. « Je suis nerveux, » admit Michel. « Il y a beaucoup de monde dehors. »« Moi aussi, » avoua Julie. « Mais on va le faire ensemble, tu te souviens ? Toi et moi pour montrer à cette école que nous ne sommes pas invisibles. » Michel sourit, attrapant sa main. « Merci pour tout, Jus. Tu as changé ma vie, tu sais. »« Et toi, la mienne, » répondit-elle en lui serrant doucement la main. Richard observait la scène de loin, le cœur serré. Dans quelques heures, toute la vérité éclaterait. Son déguisement, ses mensonges, ses véritables motifs. Comment Michel réagirait-il? Comprendrait-il ses raisons ou se sentirait-il trahi, manipulé? Le festival commença ponctuellement à 10 heures. La directrice ouvrit l'événement avec un discours sur la diversité et l'inclusion qui sonnait inconfortablement récité. Les mots étaient justes, mais la conviction manquait. Malgré tout, c'était un début. Les présentations se succédèrent. Une chorale, une pièce de théâtre, des performances de danse, des lectures de poésie. Le public applaudissait poliment, plus par convention sociale que par un enthousiasme sincère. Enfin vint le moment de la présentation de Michel et Julie, l'avant-dernière du programme. La directrice retourna au micro. « Maintenant, nous avons le plaisir de vous présenter quelque chose de spécial. Une performance musicale de Michel Almeida au piano, accompagnée par Julie Oliveira au chant, interprétant une composition originale. Un rappel que Michel a perdu la vue il y a 3 ans, mais n'a pas perdu sa passion pour la musique. » Un murmure parcourut le public, mi-curiosité, mi-scepticisme. Richard, maintenant assis discrètement au dernier rang, sentit la tension monter. Au premier rang, Madame Cécile tenait les mains de ses plus jeunes enfants, le visage anxieux mais fier. Michel fut guidé jusqu'au piano par Julie. Il s'assit, ajusta le tabouret et prit une profonde inspiration. Julie se positionna à côté de l'instrument, le micro à la main. Il y eut un moment de silence absolu comme si le temps lui-même suspendait sa marche. Alors Michel commença à jouer. Les premières notes furent douces, presque hésitantes, une mélodie délicate qui gagna peu à peu en complexité et en profondeur. Ses mains se déplaçaient sur le clavier avec précision et sensibilité, racontant une histoire sans parole. C'était la musique que Richard l'avait entendue composer quelques jours plus tôt, mais maintenant complète, peaufinée. Quand Julie commença à chanter, sa voix cristalline remplit l'auditorium. Ce n'était pas une voix techniquement parfaite, mais elle avait une qualité unique, sincère, émotive, capable de transmettre des sentiments qu'aucune technique ne pourrait enseigner. Au-delà de ce que les yeux peuvent voir, il existe un monde à connaître, où la lumière ne vient pas du soleil, mais de la chaleur qui est en nous. Les paroles, écrites par eux, parlaient de voir au-delà des apparences, de trouver la beauté dans l'obscurité, de construire des ponts là où il y avait autrefois des murs. C'était un message simple mais puissant,
surtout dans ce contexte. Le public, initialement indifférent, fut progressivement captivé par la magie de ce moment. Les visages qui affichaient auparavant l'ennui ou la condescendance montraient maintenant de la surprise, puis de l'admiration. Même les plus sceptiques ne pouvaient nier le talent du jeune homme aveugle au piano, ni la pureté de la voix de la jeune boursière. Richard observait tout, les yeux embués, la poitrine gonflée d'une fierté qui tenait à peine en lui. Son fils, brillait, montrant au monde son talent, sa sensibilité, sa force. Lorsque la musique atteignit son apogée, Julie chantait de toute son âme et Michel l'accompagnait avec une intensité impressionnante. C'était comme si, pendant ces quelques instants, ils avaient tous deux oublié où ils étaient. Il n'y avait plus l'école élitiste, les camarades pleins de préjugés, les professeurs sceptiques. Il n'y avait que la musique, pure et transformatrice. À la fin de la performance, l'auditorium explosa en applaudissements. Ce fut une réaction spontanée, authentique, différente de la politesse mécanique qui avait marqué les présentations précédentes. Les gens étaient debout, certains les larmes aux yeux, applaudissant non seulement le talent musical, mais la leçon vivante de dépassement de soi dont ils venaient d'être témoins. Julie souriait, radieuse, tandis que Michel, toujours assis au piano, avait sur le visage une expression de pure émotion. Il ne pouvait pas voir l'ovation, mais il pouvait la sentir, dans les applaudissements qui résonnaient dans l'auditorium, dans les cris de « bravo » qui venaient de divers coins, dans l'énergie vibrante qui emplissait l'air. Richard était sur le point de se lever quand il remarqua quelque chose d'inhabituel. Philippe Monnier, l'élève qui s'était moqué de Michel quelques jours plus tôt, était debout, applaudissant. Son visage ne montrait pas le dédain habituel, mais une sorte de confusion, comme si quelque chose en lui était secoué, remis en question. Après que les applaudissements se furent calmés, la directrice revint au micro, visiblement impressionnée. « Merci Michel et Julie pour cette performance extraordinaire. Et maintenant, pour clore notre festival, nous avons une annonce spéciale. Veuillez accueillir le président du groupe éducatif Martin, propriétaire du lycée Horizon, Monsieur Richard Martin. » Un murmure de surprise parcourut l'auditorium. Le propriétaire de l'école apparaissait rarement lors d'événements, surtout depuis son retrait temporaire. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée latérale, attendant qu'il apparaisse. Tous, sauf Julie et Madame Cécile, qui savaient exactement d'où il viendrait. Richard se leva de son siège au dernier rang et se dirigea lentement vers la scène. Il portait toujours l'uniforme d'agent d'entretien, ce qui provoqua des expressions confuses dans tout l'auditorium. La directrice, qui s'attendait à le voir dans son costume impeccable habituel, semblait particulièrement perplexe. Lorsqu'il arriva au micro, Richard regarda le public silencieux, puis Michel, qui restait assis au piano, confus par le silence soudain. « Bonsoir à tous. Mon nom est Richard Martin. » Une autre vague de murmures. La directrice, au fond de la scène, pâlit. Certains parents échangeaient des regards incrédules. Les élèves, qui prêtaient rarement attention à quoi que ce soit lié à l'administration scolaire, ne comprenaient pas la raison de tout ce remue-ménage. Ces 3 derniers mois, j'ai travaillé ici au lycée Horizon en tant qu'agent d'entretien. Non pas comme une blague ou une émission de télé-réalité, mais comme une quête personnelle de quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. La vision de ce qui compte vraiment dans l'éducation. Il fit une pause, rassemblant son courage pour le moment le plus difficile. « Michel », appela-t-il en se tournant vers son fils. « Peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Julie, sentant que le grand moment était arrivé, guida doucement Michel jusqu'au centre de la scène, à côté de Richard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Michel, confus par le changement soudain d'atmosphère. Richard prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Michel, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. » Il posa les mains sur les épaules de son fils, qui fronça les sourcils en écoutant plus attentivement la voix qui lui parlait. « Cette voix, » murmura Michel. « Papa, c'est toi ?» Richard sentit les larmes s'échapper, sans aucune tentative de les retenir. « Oui, mon fils, c'est moi, ton père. » Le silence dans l'auditorium était absolu. Toutes les attentions étaient tournées vers ce moment si intime partagé publiquement. « Mais comment? Tu étais en voyage? Tu étais en Europe? » « Non, Michel,
Je ne suis jamais parti d'ici. J'ai été à tes côtés tout le temps, déguisé en agent d'entretien, observant, apprenant, essayant de comprendre comment tu étais traité dans l'école que j'ai moi-même créée. » Michel recula d'un pas abasourdi. Ses mains, qui tenaient fermement celles de Julie auparavant, cherchèrent maintenant un appui dans l'air, comme si le monde autour de lui s'effondrait. « Pourquoi ?» La question sortit comme un murmure douloureux. « Pourquoi me mentir? Pourquoi cette farce ?» Richard sentit le poids de chaque mot comme une pierre. « Parce que j'avais perdu le nord, mon fils. Parce qu'après le départ de ta mère, et après que tu as perdu la vue, je n'ai pas su être le père dont tu avais besoin. Je me suis éloigné, je me suis réfugié dans le travail, j'ai délégué ton éducation à d'autres. » Il déglutit, la voix étranglée. « J'avais besoin de comprendre ce qui était arrivé à l'école que ta mère et moi avions rêvé. J'avais besoin de voir comment tu serais traité, sans le poids du nom Martin, sans la protection de l'argent et du statut. Alors, j'étais une expérience. » La blessure dans la voix de Michel était palpable. « Un moyen de soulager ta conscience ?»« Non, Michel, jamais ça. » Richard s'approcha de nouveau mais n'osa pas toucher son fils. C'était ma tentative maladroite de me reconnecter avec toi, de comprendre le monde à travers tes yeux, de réapprendre à être père. Michel resta silencieux, le visage un masque impénétrable. Julie, à ses côtés, regardait de l'un à l'autre, sentant le poids de ce moment. « Et je le savais ?» demanda soudain Michel, se tournant vers Julie. « Tu savais que mon père se faisait passer pour un agent d'entretien ? » ?»« Pas. Au début, » répondit-elle honnêtement. « Je ne l'ai découvert que récemment quand il nous a convoqués, ma mère et moi, pour une réunion. Il m'a demandé de ne rien dire jusqu'à aujourd'hui. » Michel secoua la tête, essayant de tout comprendre. « Alors qu'est-ce qui est un mensonge d'autre ? Notre amitié était aussi une mise en scène ? Tu t'es approché de moi parce qu'il te l'a demandé ? Parce qu'il t'a payé ? » ?»« Non. » La réponse de Julie fut immédiate et catégorique. « Michel, je me suis approché de toi parce que je le voulais, parce que j'ai vu en toi quelqu'un de spécial. Oui, ton père m'a ensuite proposé de l'aide, une bourse d'études, un emploi comme ta tutrice, mais c'était bien après que notre amitié existe déjà. » Richard intervint. « Michel, Julie est la personne la plus authentique que j'ai rencontrée depuis ta mère. Elle s'est approchée de toi de son propre chef bien avant de savoir qui j'étais. C'est en voyant comment elle te traitait, avec respect, avec une amitié véritable, que j'ai réalisé à quel point notre école s'était éloignée des valeurs que nous avions un jour défendues. » L'auditorium restait dans un silence absolu, tous les présents hypnotisés par ce drame réel qui se déroulait devant eux. Certains professeurs semblaient gênés, d'autres intrigués. Les élèves, en particulier ceux qui s'étaient moqués de Michel et Julie, gardèrent les yeux baissés. « Et maintenant ?» demanda enfin Michel. « Que se passe-t-il maintenant? On rentre à la maison, on fait comme si ces mois n'avaient pas eu lieu, et tu continues d'être le grand homme d'affaires absent. » La dureté de ces mots frappa Richard comme un coup de poing. Mais il n'y avait aucune injustice en eux, seulement la vérité crue d'années de négligence émotionnelle. « Non, Michel, maintenant tout change. » Il se tourna vers le micro, s'adressant au public. « Le lycée Horizon va changer. Ce ne sera plus un espace exclusif pour les privilégiés, mais un environnement où chacun pourra développer ses talents, indépendamment de son origine sociale, de ses capacités physiques ou de toute autre caractéristique. » Des murmures de désapprobation s'élevèrent de certaines parties du public. Richard leva la main, demandant le silence. « Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Je sais que certains parents menacent de retirer leurs enfants d'ici, et ils sont dans leur droit de le faire. Mais ce lycée a été fondé par moi et par Hélène, ma défunte épouse et la mère de Michel, avec un but plus grand que de simplement reproduire les privilèges. Et c'est à ce but que nous reviendrons. » Il annonça alors devant tout le monde la création de la Fondation Hélène Martin, l'élargissement du programme de bourse, la mise en place d'un département d'inclusion et d'accessibilité et plusieurs autres changements. À chaque nouvelle annonce, les réactions se divisaient. Certains applaudissaient, d'autres manifestaient leur désapprobation. Pour ceux qui ne s'alignent pas avec ces valeurs, je respecte votre décision de chercher une autre institution. Mais pour ceux qui souhaitent faire partie de quelque chose de plus grand, qui désirent une éducation qui prépare non seulement au concours, mais à la vie dans toute sa diversité et sa complexité, nos portes
seront toujours ouvertes. Il se tourna de nouveau vers Michel, qui restait immobile, le visage un mélange d'émotions contradictoires. « Quant à toi, mon fils, je comprendrai si tu ne peux pas me pardonner maintenant. Je comprendrai si tu as besoin de temps, d'espace. Mais je veux que tu saches que, pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment présent. Et je promets de le rester, quelle que soit ta décision. » Un silence pesant suivit ces paroles. Le public semblait retenir collectivement son souffle, attendant la réponse de Michel. Richard se préparait au rejet, à la rancœur, à la distance. Mais alors, surprenant tout le monde, Michel fit un pas en avant. Ses mains tâtonnèrent dans l'air jusqu'à trouver le visage de son père. Un geste qu'il n'avait pas fait depuis avant l'accident. Ses doigts parcoururent les lignes du visage de Richard, comme s'il réapprenait ses traits, redécouvrant l'homme derrière la voix. « Monsieur Antoine » murmura Michel, avec un léger sourire tremblant, l'agent d'entretien qui apparaissait toujours au bon moment. « Qui savait toujours quoi dire pour que je me sente mieux? C'était toi tout le temps. »« C'était moi », confirma Richard, la voix étranglée, observant de loin, essayant de te protéger comme je le pouvais, mais sans savoir comment m'approcher vraiment. Tu as dit une fois qu'il faut parfois perdre quelque chose pour vraiment commencer à voir. Se souvint Michel. C'est ce qui t'est arrivé? C'est ce qui nous est arrivé à tous les deux, mon fils. Tu as perdu la vue de tes yeux, j'ai perdu la vision du cœur. Mais nous réapprenons ensemble. Lentement, avec hésitation, Michel tendit les bras. C'était une invitation, une chance, un pont sur l'abîme qui les avait séparés pendant si longtemps. Richard n'hésita pas. Il serra son fils dans ses bras avec toute la force de son amour refoulé, de sa culpabilité, de son repentir, de son espoir. Les larmes des deux se mêlèrent dans une catharsis silencieuse, tandis que l'auditorium observait ému. Julie, à leur côté, pleurait aussi. Madame Cécile, au premier rang, serrait ses plus jeunes enfants contre sa poitrine, les yeux humides. La professeure Amandine souriait entre les larmes, tandis que plusieurs élèves, même certains de ceux qui s'étaient moqués de Michel, semblaient sincèrement touchés. L'étreinte dura ce qui sembla être des heures, mais ne furent que quelques secondes. Quand ils se séparèrent enfin, Michel garda une main sur l'épaule de son père. « On a encore beaucoup de choses à se dire, » dit-il. « Beaucoup de choses à régler. Tout le temps du monde, mon fils. Je suis là maintenant. » Richard se tourna alors vers Julie. « Et vous, jeune femme extraordinaire, merci d'avoir vu mon fils quand tout le monde, y compris moi, était aveugle. D'avoir montré à cette école le sens de la véritable empathie. » Julie sourit timidement. « J'ai juste fait ce qui était juste, monsieur Martin. Et c'est ce que nous devons enseigner ici, par-dessus tout. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand on est seul. » Il s'adressa de nouveau au public. « Le festival se termine ici, mais une nouvelle ère commence pour le lycée Horizon. À partir d'aujourd'hui, nous ne serons pas connus pour le statut de nos élèves ou les résultats dans les classements, mais pour l'humanité que nous cultivons, le caractère que nous formons, les ponts que nous construisons entre des mondes différents. » En descendant de la scène, bras dessus, bras dessous avec Michel et Julie, Richard vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Philippe Monnier, le garçon qui s'était moqué de son fils, s'approchait avec hésitation. « Michel, je voulais m'excuser, » dit-il, visiblement mal, à l'aise. « Pour ce que j'ai dit dans la salle de musique, pour ce que j'ai fait, j'ai été un idiot. » Michel resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Merci pour ça, Philippe. Ça compte beaucoup. » C'était un petit pas, un petit changement, mais il symbolisait le début de quelque chose de plus grand. Une transformation qui irait bien au-delà de cet auditorium, de cette école, de ce moment. Dans les semaines et les mois qui suivirent, le lycée Horizon connut une révolution silencieuse. Comme Richard l'avait prédit, certaines familles retirèrent leurs enfants, indignés par les changements. Mais à la surprise de beaucoup, d'autres restèrent. Et de nouvelles familles arrivèrent, attirées par la promesse d'une éducation véritablement inclusive et humaniste. Michel et Julie devinrent les symboles involontaires de cette transformation. Leur performance au festival eut un retentissement au-delà des murs de l'école. Des représentants de conservatoires de musique leur offrirent des bourses à tous les deux. Mais, plus important encore, leur amitié s'épanouit, transcendant les étiquettes et les barrières. Richard et Michel reconstruisirent lentement leur relation. Il y avait des blessures profondes à cicatriser,
des vérités douloureuses à affronter, des années d'absence à compenser, mais ils étaient enfin sur la bonne voie. Julie, avec le soutien de la Fondation Hélène Martin, put se consacrer entièrement à ses études, sans le souci constant des difficultés financières qui tourmentaient autrefois sa famille. Madame Cécile fut embauchée comme superviseur du nouveau programme d'alimentation saine de l'école, améliorant considérablement la situation de la famille. La professeure Amandine devint coordinatrice du département d'inclusion nouvellement créé, mettant en œuvre des projets innovants qui seraient bientôt adoptés par d'autres écoles. Même Philippe et certains de ses amis, autrefois les harceleurs les plus redoutés du lycée, commencèrent à participer à des initiatives d'intégration et d'accueil. Et ainsi, entre avancées et reculs, réussites et erreurs, le lycée Horizon se transformait peu à peu en l'espace d'éducation authentique dont Hélène avait toujours rêvé. Un après-midi d'automne, près d'un an après le festival qui avait tout changé, Richard observait Michel et Julie assis sous un arbre dans la cour de l'école. Ils discutaient avec animation, entourés d'autres élèves, certains en fauteuil roulant, d'autres de différentes origines sociales et ethniques, tous unis par le simple plaisir d'être ensemble. Michel jouait quelques notes sur une guitare, tandis que Julie fredonnait. La musique qu'ils avaient composée pour le festival était devenue un hymne non officiel de l'école, entonné lors d'événements et de célébrations. Richard sourit, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Hélène serait fière, non seulement de Michel, non seulement de lui, mais de tous ceux qui avaient contribué à cette transformation. Car, en fin de compte, la plus grande leçon qu'ils avaient apprise était que la vraie vision ne vient pas des yeux, mais du cœur, et que parfois, il faut perdre quelque chose, un amour, un sens, un chemin, pour vraiment commencer à voir ce qui compte. Sur une plaque discrètement placée à l'entrée principale du lycée, une phrase résumait ce parcours: « La véritable vision naît du cœur ». En dessous, le nom d'Hélène Martin, comme un rappel constant du but originel de cette institution. Michel et Julie, avec leur talent et leur amitié improbable, n'étaient que le début, le catalyseur d'un changement qui, espérait-on, continuerait de croître et de se propager comme les vagues qu'une seule pierre peut créer à la surface d'un lac. Car après tout, il n'y a pas de force plus transformatrice que le simple acte de voir véritablement l'autre. Non, pas comme nous aimerions qu'il soit, non pas comme nous craignons qu'il soit, mais simplement comme il est, avec toutes ses possibilités, ses limitations, ses rêves et ses peurs, avec toute son humanité,